Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain ? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Nous sommes au 20e mondial des métiers en 2016 et nous accueillons aujourd'hui Jacques Chambon et Grégory Cuillon. Bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors Jacques Chambon, vous êtes comédien et auteur de théâtre et vous avez écrit aussi quelques textes pour des entreprises en rapport avec par exemple le handicap ou la RSE. Et vous, Grégory Cuillon, vous êtes cuisinier entre autres et l'ambassadeur, c'est ça, de AGFIP. Alors si vous pouviez nous en parler un petit peu plus, chacun à votre tour, après vous. Ben écoutez, oui, alors oui, je suis comédien depuis toujours, enfin pas depuis toujours, mais mon cœur de métier c'est comédien, puis je me suis retrouvé à écrire des pièces petit à petit, d'abord pour me donner l'occasion de jouer des textes que j'avais envie de jouer. Et puis il se trouve que je travaillais aussi pour les entreprises comme comédien, et puis je me suis mis à écrire aussi pour les entreprises sur des sujets qui peuvent être des sujets vraiment sur mesure pour toutes les entreprises, avec des problématiques bien précises, mais aussi sur des problématiques plus générales qui vont toucher toutes les entreprises, voire toutes les administrations, les collectivités locales. Et parmi ces problématiques, il y avait l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire une fois qu'on a déterminé le fait qu'il fallait que les personnes en situation de handicap aient accès à l'emploi, une fois que ça s'était déclaré, comment ça se passait dans les entreprises, quels freins on rencontrait, des freins psychologiques bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont une réticence parce qu'ils ont peur que l'équipe soit moins dynamique, moins efficace, parce qu'on accueille un handicapé, que les résultats soient moins bons, etc., etc. Et puis il y a des freins organisationnels aussi, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas forcément toujours conçues, le fonctionnement n'est pas toujours adapté à l'accueil des personnes handicapées. Donc c'est des freins qui existent, mais des freins qu'on peut lever, qu'on peut identifier d'abord, qu'on peut lever ensuite. Et une fois qu'on les a levés, on se rend compte que l'apport d'une personne en situation de handicap dans une équipe professionnelle, dans une entreprise, au lieu d'être un frein, c'est souvent un booster, c'est souvent une façon de dynamiser les équipes, de les obliger à réfléchir à leur organisation, à leur communication, et ça leur permet de développer un meilleur fonctionnement et finalement des meilleurs résultats. Donc je me suis mis à écrire là-dessus. J'ai écrit 2 pièces généralistes sur le sujet. La dernière s'appelle Un pavé dans la mare, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que je viens un pavé dans la mare pour que tout le monde sait que ce soit un peu éclaboussé, que tout le monde réfléchisse à son fonctionnement dans l'entreprise. Et puis voilà, c'est un petit travail de sensibilisation, de pédagogie, qui évidemment doit être prolongé par des actions dans l'entreprise et autour. Voilà. Merci beaucoup. Et vous aussi, vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre profession. Ouais, alors, moi c'est une transition parfaite, parce que voilà, pour ce qui est des interventions d'entreprise, c'est moi qui arrive par la suite. Donc en tant qu'ambassadeur de l'AGFIP, l'AGFIP c'est l'association de gestion du Fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. En fait, c'est l'organisme qui collecte toutes les contributions que versent les entreprises de plus de 20 salariés qui n'emploient pas 6% de personnes en situation de handicap. Alors après, il y a beaucoup de chiffres. Moi, je pense que c'est pas ça qui m'intéresse, les chiffres. Il faut savoir que ça a été décidé comme ça ne sont pas grand-chose, c'est 6%. Si toutes les entreprises de plus d'un salarié engageaient 6% de travailleurs en situation de handicap, pourraient être n'importe de handicapé. Donc c'est assez marrant, c'est assez étrange. Donc l'idée avec ces fonds collectés, c'est de reverser ça aux entreprises sous forme d'aide pour l'aménagement du poste de travail, parce qu'il y a beaucoup d'aménagements qui peuvent être nécessaires. Pas forcément des aménagements compliqués, mais ça peut être des écrans plus adaptés à la vue de chacun, ça peut être des claviers ergonomiques, des fauteuils, parfois même des prothèses auditives. L'idée, c'est de mettre un peu d'huile dans les rouages et de faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, et également de faire tomber 2-3 barrières. Alors moi, je suis plutôt optimiste. Je trouve que moi, désormais, là, ça fait 5 ans que je suis ambassadeur de l'AGFIP. Quand je débarquais dans une entreprise, le premier truc que me disait le DRH, c'était « Ah non, on fait tant de pourcents d'handicapés ». C'était bien en soi, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Maintenant, ils valorisent des expériences et des intégrations humaines plutôt qu'un chiffre comme ça qui est assez absurde. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, du coup, pour 2016, quels sont les enjeux au niveau justement de cette situation du handicap au travail? Quels sont les enjeux à essayer comment dire, sur lesquels il faut travailler et valoriser? À l'AGFIP, on a 2 grands axes.
Le premier, c'est l'apprentissage, parce que, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que c'est une manière un peu plus douce d'intégrer la personne en situation de handicap, de faire en sorte que ses compétences, à terme, répondent parfaitement aux besoins de l'entreprise. Et l'autre grand axe, en plus de l'apprentissage, c'est la révélation du handicap. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas le statut de travailleur en situation de handicap, et qui sont victimes, on va dire, d'un handicap, et qui n'osent pas le dire de peur de se heurter au plafond de verre, de ne pas pouvoir progresser dans l'entreprise. Charge à nous d'expliquer aux employeurs que ce ne serait pas la bonne technique. Tout ça, c'est rarement leur vision des choses, c'est surtout expliquer aux personnes qu'il ne faut pas qu'ils s'en passent, et que ce sera toujours mieux et pour eux et pour leur entourage que de le déclarer, parce que ça permettra d'être plus performant au travail, de par un aménagement du poste, que celui-ci soit un aménagement physique ou alors en termes d'horaire ou de manière de travailler. D'accord. Et vous, par exemple, quels seraient vos objectifs futurs dans vos missions, dans votre mission personnelle? C'est vrai, je rejoins Grégory sur ça, c'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on appelle la SDTH, c'est-à-dire la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés, c'est quelque chose de très important, et vraiment c'est là-dessus c'est un des leviers sur lesquels on peut agir en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui pourraient bénéficier d'une situation d'une reconnaissance de travailleurs handicapés, de qualité de travailleurs handicapés, et qui n'osent pas ou qui ne veulent pas. Moi, une fois, j'avais joué à la pièce dans une entreprise, et dans la pièce que j'avais écrite à l'époque, il était question des maladies longues et invalidantes, et je parlais du diabète. Et je m'étais fait engueuler par une dame qui m'avait dit « Vous n'avez pas besoin de dire que le diabète c'est un handicap, etc. C'est un scandale, c'est une maladie, voilà. » Et je me suis dit, moi je suis un peu trop loin. Quelques jours après, je jouais la pièce dans une entreprise, une grosse boîte, chez un gros groupe pétrolier, une filiale d'un gros groupe pétrolier. Il y avait des salariés qui venaient témoigner. Il y avait un salarié qui était diabétique et qui avait fait sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc il y avait eu un aménagement d'horaire, parce qu'il avait des gros coups de pompe dans la journée, voilà. Et l'aménagement de son horaire, ça lui avait permis d'abord de travailler dans de meilleures conditions. Ça avait permis aussi à l'équipe qui l'entourait de comprendre ses contraintes physiques, physiologiques, contraintes de repos. Elle travaillait toujours aussi bien, c'était une très bonne professionnelle, mais son environnement organisationnel et humain était adapté à sa maladie et à son handicap. Et du coup, ça nous a dit que ça avait changé la vie. Donc voilà, la reconnaissance de la travail handicapé, c'est très important. Ça doit être encouragé par les employeurs aussi. Parce qu'il y a des actions à faire en termes d'accompagnement psychologique. C'est pas dire à quelqu'un il faut que tu déclares. C'est lui montrer tous les bénéfices qu'il y a à déclarer. Et finalement, j'aime pas tellement le terme parce que c'est tellement galvaudé, mais c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise elle améliore ses chiffres, c'est important pour elle, et la personne en situation de handicap, elle améliore son environnement de travail, elle améliore sa qualité de travail, elle améliore sa relation avec son équipe, et tout le monde est gagnant. Donc ça c'est un des gros leviers. L'autre gros levier aussi, c'est je pense, c'est des leviers plus sociétaux qui dépassent un peu le monde de l'entreprise, c'est-à-dire d'essayer d'identifier certains points assez simples. Par exemple, le handicap pour tout le monde, c'est un petit fauteuil, c'est des gens dans le fauteuil. Une partie infime de la personne handicapée, 5%. C'est très peu. Le handicap, c'est plein de choses. On a tous autour de nous des personnes en situation de handicap qui l'ont déclaré ou pas, mais qui le sont effectivement. On entend mal, on a mal au dos, on a des nostalgies, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses. Et ce qui serait intéressant, c'est que la société tout entière soit imprégnée de cette idée que le handicap, c'est pas une portion éloignée, lointaine de notre corps social. Ça fait partie de nous tous, on peut être concerné. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je joue le spectacle, on me dit pourquoi vous ne faites pas jouer des handicapés? Je dis, mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une personne en situation de handicap? Et du moment que à partir du moment où c'est pas physique, les gens n'ont pas forcément conscience que c'est un handicap. Le handicap psychique, psychologique, le handicap lourd, voilà, et on est tous concernés. Donc, il ne faut pas considérer que c'est une partie à part de la société, c'est le cœur de nous. C'est comme les envahisseurs, ils sont parmi nous. Voilà. Justement, est-ce que nous pourrions avoir votre regard sur l'importance de la présence de personnes comme vous qui peuvent représenter et parler du handicap au travail?
votre présence par exemple à des événements comme le Mondial des métiers? Je pense que c'est bien et nécessaire parce que on a toujours eu un problème en France par rapport aux sociétés anglo-saxonnes que j'ai eu l'occasion de côtoyer près, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des petites boîtes. C'est-à-dire il y a les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les handicapés, les valides. Et je pense que ce qui est intéressant de faire, comme j'ai pu voir justement par exemple en Angleterre aux États-Unis, c'est de se rendre compte qu'en fait on est tous dans le même bateau et qu'il faut avancer tous ensemble. Et je pense qu'il y a vraiment des préjugés à faire tomber, des leviers à actionner pour améliorer tout ça auprès de la société civile. Donc le fait d'être là dans des événements, ça permet de sensibiliser, de dire aux gens, on est tous pareils, allons-y gaiement. Moi, je dirais exactement la même chose que Grégory, c'est-à-dire que c'est une façon d'abord parce que je trouve que j'ai travaillé dessus, donc je viens ici pour vous montrer un petit peu de. Je pourrais jouer une petite scénette de quelques temps sur la région Rhône-Alpes pour dire que voilà, j'ai par exemple mis en scène un couple de parents qui sont catastrophés parce que leur fille a eu très bon résultat, leur fille handicapée a eu très bon résultat au bac blanc, donc ils se disent merde, elle va avoir une mention au bac. Et après, il va falloir choisir une formation. Alors qu'on n'est pas du tout prêt, on aurait même préféré qu'elle redoute. Voilà, pour eux, le drame, c'est qu'elle réussisse. Donc voilà, c'est aussi pour relativiser, pour dire qu'on peut parler de ces sujets-là avec de l'humour, qu'on ne doit pas du tout dramatiser. Et encore une fois, comme le disait Grégory, le handicap, de nous, c'est pas une boîte séparée des autres. Voilà. Et puis il faut savoir aussi que le handicap, il s'arrête avec l'aptitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assis dans un fauteuil roulant, qui est sur le bureau devant un ordinateur, il a la même capacité que les autres. Voilà, donc handicap ne signifie pas inaptitude, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc Grégory, quand il vient de cuisine, c'est un très bon cuisinier. Donc voilà, le handicap n'est pas synonyme d'inaptitude. C'est très important de le rappeler. Oui, c'est très important du coup que personnes comme nous puissent venir parler de ces choses-là et décomplexer le sujet du handicap. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Morgane. Merci.